Les capsules criminelles. Les flammes bleutées dansent autour du creuset. Dans la fournaise, le métal ne se détend que lentement. Marianne s'échine sur le soufflet pour que jamais la température ne fléchisse. Samuel, de son côté, surveille la fonte, vérifie une dernière fois son moule. Dans cette chaude journée d'août 1814, les deux trentenaires suent à grosses gouttes, mais ne relâchent en rien leurs efforts. Ils atteignent enfin le point de liquéfaction. Le métal est alors immédiatement versé dans le moule préparé avec soin. Marianne, à bout de souffle, s'accorde à répit. Juste une trêve, car aussitôt les trois gros écus solidifiés, ils sont sortis de leur matrice et Samuel relance une nouvelle fournée. Marianne reste seule à la fonte. Samuel s'attelle au nettoyage des pièces. Il frotte, astique énergiquement avec de la limaille, puis avec une brosse à dents imbibée d'eau forte. La seconde fournée terminée, le moule devenu inutilisable est démonté. On ne garde que le cadre qui pourra contenir une nouvelle empreinte. Le travail de rectification et de blanchissage des 6 faux écus ne fait que commencer. Il faut limer les bavures et les coulures solidifiées, encore et toujours frotter pour obtenir la patine désirée. Samuel a abandonné l'idée de frapper la tranche des pièces. Invariablement, les coups de marteau finissaient par voiler et fausser l'écu. Pour cela, il se contente de limer la bordure et de graver un faux filet très estompé. Les jours suivants, Samuel et Marianne reprennent inlassablement leur labeur. Il s'agit de ne pas traîner. Les pièces n'ont de loin pas encore une apparence suffisamment crédible pour espérer les écouler ce jeudi à la foire de Neuchâtel. Bien installés dans une ferme relativement isolée de la Joux du Plane, sur les hauts de la commune du Paquier, ils peuvent vaquer à leurs besognes en toute tranquillité. Depuis son arrivée de l'Oberland bernois, Samuel raconte qu'il travaille de l'horlogerie à ceux qui s'étonnent de le voir si régulièrement à la ferme alors qu'il n'a pas de bétail. À d'autres, il dit être distillateur et journalier. Mais globalement, les gens ne s'intéressent pas à lui ou à sa compagne. Il faut partie de ces nombreux Oberlandais venus dans la principauté de Neuchâtel pour trouver ce travail qui manque cruellement dans leur vallée. La plupart de leurs voisins, germanophones comme eux, travaillent les terres délaissées par des Neuchâtelois reconvertis dans l'horlogerie. Samuel s'est installé à la Joux du Plane au mois d'avril, accompagné de Marianne. Cette jeune veuve a choisi de suivre cet homme qui a quitté sa femme et ses 2 enfants. « C'est une femme de mauvaise vie, lui avait-il dit. Il en a même attrapé une maladie vénérienne. » Marianne ne s'en souciait guère. Elle était soulagée de pouvoir enfin se fixer après des années d'errance à la recherche d'ouvrages. C'est au cours de ses multiples déplacements qu'elle avait rencontré cet homme qui paraissait fort débrouillard. Samuel, de son côté, avait déjà réussi, l'année précédente, à écouler de la fausse monnaie au Tessin et à Berne. Il avait appris son art avec d'autres Oberlandais. Dès lors, il travaillait à perfectionner sa technique. Il se renseignait, il se documentait. Sur sa cheminée trônaient les manuels qui lui avaient permis d'affiner sa pratique. Parmi ses livres, il en est un dont le titre avait particulièrement intrigué Marianne. « La pierre philosophale ou médecine universelle, enterrée jusqu'à présent dans les entrailles de la terre, mais nouvellement découverte par A.C.B., docteur en médecine, physicien de la ville d'Uffenheim en Franconie. » La terreur en question. Le mercredi, veille de la foire, Samuel contemple les 6 faux écus avec satisfaction. Il en vante la qualité à Marianne chez qui persiste néanmoins une certaine appréhension. Il l'assure que tout se passera bien. Il en est certain, il faut en croire son expérience. Ce soir-là, les 2 complices se couchent de très bonne heure. Le départ de Marianne est prévu juste après minuit. Il est convenu qu'elle descende à la foire de Neuchâtel avec Jacob Bruchy, un de leurs compatriotes marchands de beurre qui habite une ferme voisine. À l'heure dite, Marianne sort de son sommeil agité. Elle s'habille et monte sur le char de Bruchy qui attend devant la ferme. Elle laisse Samuel à moitié habillé, qui lui fait un signe d'au revoir depuis le pas de porte, simplement vêtu de ses culottes de gueux.
Marianne et Jacob Bruchy arrivent à Neuchâtel alors que la foire débute à peine. Marianne commence par un survol des commerces afin de sélectionner les échoppes où elle tentera d'échanger ses 6 gros écus qui lui brûlent les poches. Elle porte son choix sur le magasin de Suzanne Pantillon, à qui elle achète une demi-livre de lard. Au regard étonné de la marchande, Marianne baragouine dans un mauvais français qu'elle n'a pas de plus petite pièce et que d'ailleurs elle a besoin de monnaie. Même méfiante, Suzanne Pantillon finit par accepter le gros écu. Marianne peut enfin s'extraire du magasin, le cœur battant. Et d'une. Elle s'accorde répit, le temps de reprendre ses esprits. Une fois ragaillardie, elle rejoue la même scène à Judith Ruffnart, à qui elle achète un quart de café à moudre. À nouveau, l'affaire est couronnée de succès, moyennant quelques explications. Pourtant, le doute grandit chez les victimes. On commence à poser des questions sur une Allemande qui doit écouler de la fausse monnaie. Le 3e achat transforme les soupçons en certitude. 3 faux écus, tous 3 sortant de la poche d'une même femme. Les vendeuses lésées interpellent les gendarmes. C'est une Allemande suisse, sûrement une bernoise. Elle porte le costume bleu traditionnel de ce canton. Les gendarmes Bonnet et Amédreau retrouvent rapidement la trace de Marianne. À 7h30 du matin, ils l'arrêtent dans une pinte sous les arcades où elle tentait de débiter une 4e fausse pièce. Ils se saisissent de Marianne et l'escortent jusqu'à l'hôtel de ville. Témoin de la scène, Jacob Bruchy assemble précipitamment son pactage et file à la joue du Plane. La justice est moins véloce. Il faut un certain temps pour réunir les justiciers dont certains sont au champ. Et il est déjà 19h lorsque la délégation arrive à la joue du Plane. En chemin, le lieutenant s'arrête devant la maison de Bruchy. Il est absent. C'est sa femme qui ouvre la porte. Elle est nerveuse. Le lieutenant en pénétrant... Elle est nerveuse. Le lieutenant, en pénétrant dans la cuisine, constate que la femme Bruchy tente de cacher des vêtements posés sur une chaise. Hélas, le lieutenant s'en va sans avoir pu confirmer que c'est bien le marchand de beurre qui a voituré Marianne Müller à la foire. En arrivant à la ferme de Samuel Schallenberg, les justiciers le trouvent en train de fumer tranquillement sa pipe devant sa porte. Il a mis ses habits du dimanche et ne semble en rien surpris de l'arrivée des gens de justice. Il ne fait aucune résistance à la fouille qui peut donc débuter immédiatement. En pénétrant dans la masure, les gardes sont stupéfaits de trouver une maison presque vide. Il n'y a plus ni effets ni mobilier. De la chambre, il ne reste que les parois. Même le lit a disparu. Ils interrogent Samuel Schallenberg qui répond sans se démonter que c'est là l'état usuel de son ménage. On lui demande pourquoi son fourneau est chaud en plein mois d'août. « Je viens de le raccommoder. Alors j'ai fait une flambée pour voir si le raccord tenait. » Dans la grange, on remarque un tas de foin plus grand que les autres. Il est immédiatement défait et on y découvre un drap de lit, une marmite, divers produits chimiques, des livres et des habits. Dans la foulée, on éparpille les autres tas qui recèlent un traversin, un duvet, des matières brûlées et 9 creusets. Schallenberg devient cette fois silencieux et la fouille s'éternise. Les justiciers poursuivent à la lueur des bougies, mais à 10h du soir, la lumière n'est vraiment plus suffisante. Alors le lieutenant laisse 2 gardes sur place avant d'emmener Schallenberg aux prisons de Valangin. Sur le trajet, il fait réveiller Bruchy pour lui demander s'il a averti Schallenberg. Celui-ci avoue et annonce de plus que Schallenberg est venu l'après-midi chez lui pour y cacher ses habits.